Ah, ça a bien changé, hein. Quand j'étais môme, c'était pas du tout comme ça. Le commerce, on allait acheter tout chez les détaillants, le crémier, le fruitier. Et puis le grand jour, c'était le jour du marché. On trouvait tout sur place. C'était un peu le précurseur du supermarché. Mais ils ne sont pas arrivés comme ça, du jour au lendemain. Ils sont arrivés déjà dans les grandes villes. Et progressivement, ils se sont étendus partout. C'était moderne. On avait tout sur place, il y avait des gains de temps, on a découvert les promotions. Enfin, c'était une vraie révolution dans la consommation. Les couleurs doivent contribuer à exciter le désir d'acheter. Des lampes fluorescentes spéciales accentuent la couleur rouge de la charcuterie. Madame, est-ce que vous avez fait vos achats pour la semaine? Oh non, pour beaucoup plus que la semaine. Beaucoup plus que la Oh semaine. oui, oui, non, mais non. Et est-ce que vous continuez à aller chez les petits commerçants? Absolument pas. J'achète ce qui me plaît, je vois, je compare, et puis moins malgré tout, je cher fais quand même des économies. Oh oui. Actuellement, de nouveaux enjeux se dessinent. Tout d'abord face à l'accroissement de la population qui devrait atteindre entre 9 et 10 milliards d'habitants en 2050, mais aussi face à la pollution grandissante liée à l'activité humaine. À cela s'ajoute le réchauffement climatique qui lui engendre de plus en plus de catastrophes naturelles. Enfin, d'autres enjeux apparaissent face aux crises économiques et sociales. Au cœur de ces enjeux se retrouvent différents domaines, notamment celui de l'alimentation qui, rappelons-le, répond à un besoin primaire de l'homme. Nos modes de production et de consommation sont-ils vraiment en accord avec les défis à venir ? La chose qui me motive, c'est cette protection de l'humanité. Donc, il en découle la protection de la planète, et dans la protection de la planète, il y a bien sûr tout ce qui touche à l'alimentaire, la production alimentaire. Alors pour moi, l'alimentation durable, c'est Proximité, santé, végétarisme, produire ensemble, consommer de saison, favoriser les circuits courts, manger des produits de nos régions, économique, c'est pour nos enfants. arrêter le gâchis. Qu'est-ce que l'alimentation durable? C'est un concept très large que vous appliquez déjà sûrement sans le savoir. Il est basé sur 3 piliers principaux: l'environnement, l'économie et le social. Ils soutiennent les 4 grandes étapes de la vie d'un produit: la production, la transformation, la distribution et la consommation. Pour contribuer à la protection de la planète, assurer des revenus plus décents et améliorer en général l'acte de consommation, il est important d'injecter de la durabilité dans chacune de ces étapes. Retraçons la vie d'un produit. Commençons par sa production. l'élevage, que ce soit l'élevage en batterie, l'élevage en gros, toute l'agriculture qui est développée massivement, intensivement, avec tout ce qui est pesticides, OGM et tout ce qu'on connaît actuellement. Pour moi, c'est pas quelque chose de concevable. La production agricole intensive est une nuisance pour la protection de la planète. Parce qu'on utilise trop d'intrants, c'est vrai, on utilise trop de pesticides, c'est vrai, mais on laisse aussi beaucoup trop de terres nues. Mais alors, comment en est-on arrivé là? Juste après la Deuxième Guerre mondiale, l'État et les Français ont demandé aux agriculteurs de produire parce qu'on était en manque de nourriture. Et donc tous les organismes, les chercheurs, les organisations de développement rural se sont mis à nous aider à produire dans la technique, l'apport d'engrais, les techniques culturales aussi. Donc à l'époque, ce qui était connu pour vraiment augmenter les rendements, c'était surtout le labour
les engrais chimiques, le fumier aussi, hein, il faisait partie, mais il n'y en avait pas assez pour pouvoir produire. Et puis est arrivée aussi toute la chimie, donc les désherbants, les insecticides et les fongicides. De ce modèle-là, 10, 15 ans, 20 ans après, a porté ses fruits. Nous avons augmenté facilement de 50% la production française jusqu'en 1990, donc une bonne cinquantaine d'années après. On ne se posait pas la question. Toute ma formation, moi, ça a été ça. On devait labourer les terres, on devait semer des semences qui étaient protégées, on devait désherber, on devait mettre des fongicides et on devait mettre des insecticides pour pouvoir produire le maximum sur le peu d'hectares qu'on pouvait avoir. On peut scinder l'agriculture à l'heure actuelle en quelques systèmes de production. Donc, le conventionnel, celui qui existait, qu'on a mis en place et qui a maintenant 50-60 ans de recul, ce qui est très important. 50-60 ans, on connaît tout du système. Donc, il n'y a pratiquement pas de surprise et donc les agriculteurs ont plus tendance à rester dans ce qu'ils connaissent le mieux pour pouvoir produire, parce qu'ils savent qu'ils vont sécuriser leurs revenus. Il faut bien comprendre que si on change, on va vers l'inconnu, et l'inconnu, en termes d'économie, ça ne fait pas bon ménage. Quelques agriculteurs se sont mis dans l'idée de changer parce qu'ils ne s'y retrouvaient pas ou par conviction personnelle. Et ça a commencé avec les techniques culturales simplifiées. Au lieu de labourer, on ne labourait plus. Donc la technique culturale simplifiée a amené aussi l'agriculture de conservation des sols. L'axe le plus important, il porte son nom, c'est d'essayer de conserver le sol, empêcher l'érosion, empêcher la dilution des minéraux avec les fortes pluies, et puis essayer de garder une microfaune et flore intacte à tout moment de l'année, active dans le sol. Tout ça dépend beaucoup du climat, du sol et de l'agriculteur. L'agriculture biologique commence à prendre un essor important. Une des critiques de ce système-là qui peut paraître simpliste, qu'on produit un peu moins. Alors, si toute la planète passait en système biologique, il n'est pas sûr qu'on pourrait nourrir toute la population, qui ne cesse de grandir. Pour l'instant, moi je pense que la technique n'est pas encore assez élaborée pour que mon exploitation puisse passer à 100% en biologique. Je produirai moins sur mes terres, parce que je n'ai pas des terres faciles et ainsi de suite. Peut-être que plus tard, on pourra y passer. Un système de production qui est un petit peu entre les deux, l'agriculture raisonnée. On essaye de raisonner au maximum les dépenses d'intrants. Alors les intrants, ce sont les engrais et les produits chimiques. Avec des solutions agronomiques. Alors ce qu'on appelle solutions agronomiques, c'est des interventions soit mécaniques, soit manuelles, soit avec d'autres produits mais d'origine végétale ou animale. Mais dans les agricultures raisonnées, biologiques ou conservation de sol, on n'est qu'à 10, 15, 20 ans d'expérience, c'est très peu. Moi j'ai eu une formation tout à fait standard dans mon cursus scolaire. Je n'ai jamais appris tout ce qui était agriculture raisonnée, je n'ai jamais appris l'agriculture biologique. Bon, après, il y a tous les organismes de vulgarisation qui peuvent vous accompagner, et vous reformer, et ainsi de suite. Donc si on cherche, on peut le trouver. On peut alors se demander si ces modes de production ont un impact sur le produit fini, notamment sur les produits bio. C'est plus cher. Je pense que le principal frein, ça va être le prix. Un certain nombre de consommateurs qui sont peut-être pas prêts à payer le prix, on va dire des produits bio, des produits respectueux de l'environnement, de la santé, etc. Je pense que c'est un faux calcul, puisque quand on compare deux produits, c'est sûr qu'il y en a peut-être qui est plus cher que l'autre, mais c'est du court terme. Alors quand on réfléchit à long terme, on se dit que celui qui coûte moins cher, il a un impact négatif sur l'environnement, sur la santé, sur les personnes qui le produisent. Donc c'est peut-être
essayer de réfléchir un peu autrement sur les actes d'achat et de se dire qu'un produit qui coûte peut-être plus cher qu'un autre, il y a certainement une raison. Est-ce que la différence des prix entre les produits bio et non bio est vraiment justifiée? L'agriculture conventionnelle va produire facilement 6 kg de blé, tandis que sur l'agriculture biologique, 1 mètre carré va produire 1 ou 2 kg. Il y a aussi un paramètre qui rentre en jeu, c'est la main-d'œuvre. On va être obligé de travailler de façon manuelle, plus en biologique, ou mécanique, mais le mécanique qui coûte cher aussi, qu'en conventionnel. Donc tout ça, il faut le payer. Il faut payer la main-d'œuvre et il faut payer les machines spécifiques. Donc pour finir, comme il y a moins de produits et que ça coûte plus cher à produire, forcément le prix au final au consommateur est un peu plus cher. Cependant, il faut savoir que les agriculteurs en production biologique peuvent avoir accès à des subventions PAC pour leur démarche en faveur de l'environnement. Qu'est-ce que la politique agricole commune? Il s'agit de la seule politique concernant les 28 pays de l'Union européenne. Ce programme reçoit environ 40% du budget total de l'Union européenne. Cette politique a débuté en 1962 afin d'assurer la sécurité alimentaire après des années de pénurie dues à la Seconde Guerre mondiale. D'autres objectifs se sont ajoutés au fil du temps. Assurer des prix raisonnables pour le consommateur, stabiliser les marchés, permettre un revenu équitable et de bonnes conditions de travail pour les agriculteurs et depuis peu, le respect de l'environnement. Le tout est mené à partir de réglementations et de réformes appuyées par des aides financières. Ainsi, les agriculteurs bénéficient de plusieurs aides. Des aides indirectes comme l'instauration d'un régime de prix minimum par rapport au marché européen et mondial. Et des aides directes versées selon la production et les prises d'initiative des agriculteurs. Pour influencer les formes de production actuelles, l'acteur principal qui pourrait la faire évoluer, c'est les pouvoirs publics. C'est par des réglementations. Parce que ça s'appliquerait à tout le monde. La plus importante, à mon avis, serait la suppression des subventions de la PAC. Parce que si on arrête de subventionner l'agriculture, ce sera le juste prix qui sera valorisé. Je pense qu'il faudrait que le consommateur accepte le principe des vases communicants, c'est qu'au lieu de payer moins cher son alimentation en payant des impôts, eh bien, il paye plus cher son alimentation en payant moins d'impôts. Il est très très fréquent d'entendre les responsables agricoles ou même les paysans rêver à voix haute d'une agriculture qui rémunérerait ces acteurs, à savoir ces paysans, par la simple vente à un prix raisonnable de leurs produits. C'est oublier le côté social de la politique agricole commune qui a transféré une partie du prix de l'alimentation sur l'impôt. Et l'impôt étant payé par les plus riches, c'est quelque part faire fi donc, de la capacité donnée par la PAC aux plus pauvres de se nourrir à un prix raisonnable. Et ça, il faut trouver un système, pas forcément blanc ou noir, pas remplacer un système par un autre aux antipodes, mais peut-être combiner les deux de manière à maintenir l'essentiel de ce qui a fait la richesse de la PAC. Aujourd'hui, on le sait tous, il est difficile de produire du lait en France pour plusieurs raisons. Depuis 1983, l'Europe avait instauré les quotas laitiers qui permettaient de réguler la production sur le marché mondial et donc stabiliser les prix. En avril 2015, l'Europe a mis fin à ces quotas, ce qui a engendré une augmentation du volume du lait sur le marché et donc une diminution des prix de rachat. Cette difficulté à produire est également due aux aliments pour les bétails, c'est-à-dire que le prix du lait a diminué, mais le coût des aliments n'a pas cessé. Et donc, cela impacte fortement les trésoreries des exploitations qui ne sont pas au beau fixe. Aujourd'hui, on peut dire qu'une exploitation, en moyenne, elle perd environ 200 € par jour. Il y a une augmentation de la production laitière, ce qui a créé un énorme déséquilibre. Le fait qu'il y ait plus de lait sur le marché permet aux industries de racheter leur lait où qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de l'acheter en France, ils peuvent l'acheter à l'étranger. Le fait qu'ils puissent aller où qu'ils veulent leur laisse le choix et sont maîtres de leur prix. Ils tirent donc les prix vers le plus bas, aux dépens des finances et de la qualité de vie des exploitations.
Après ces quelques notions sur la production agricole, intéressons-nous à la transformation de ces produits. Alors pour produire du lait, il faut traire les vaches, donc elles sont traites 2 fois par jour, le matin et le soir. Leur lait est stocké dans un tank réfrigéré à 4 degrés durant 2 jours, c'est-à-dire qu'il y a 4 traites dans le tank. Ce lait est ramassé par un camion de la laiterie et l'emmène à la laiterie à 30 km de l'exploitation. Ce camion, une fois arrivé à la laiterie, est analysé. Donc un mélange du lait collecté est analysé pour vérifier s'il n'y a pas d'antibiotiques dans le lait qui pourraient nuire à la santé du consommateur. Ce lait pourra servir autant à faire des yaourts de marque distributeurs français, des yaourts de marque distributeurs étrangers. C'est donc exactement le même produit à l'initiale qui est transformé sous différentes formes et qui donc, comme vous le remarquez dans vos supermarchés, ne sont pas vendus au même prix. Comme pour le lait, d'autres produits font face à la concurrence internationale. Prenons l'exemple des tomates. Vous voyez cette petite tache blanche tout au sud de l'Espagne ? C'est principalement d'ici que proviennent vos tomates à bas coût tout au long de l'année. Cette agriculture hors sol est non seulement désastreuse pour l'environnement, avec l'épuisement des nappes phréatiques, l'utilisation intensive d'intrants et le grand nombre de déchets plastiques engendrés, mais elle est aussi socialement catastrophique, avec des producteurs en faillite face aux techniques de plus en plus sophistiquées et l'emploi de migrants sans contrat de travail. Il est important de prendre conscience qu'en consommant ce type de produit, on incite cette agriculture industrielle et ses conséquences. Alors, achèteriez-vous toujours des tomates en décembre ? Les habitudes alimentaires ont légèrement évolué et le consommateur attend de trouver dans son supermarché des fraises du 1er janvier au 31 décembre, des tomates aux mêmes dates. Si le consommateur est demandeur de tel ou tel produit, l'entreprise producteur va le produire. Si le consommateur ne l'achète plus, donc n'est plus demandeur, de fait, l'entreprise va arrêter de le produire. Le distributeur ne se pose pas la question de la saisonnalité. Le distributeur, il veut avoir sur son étal ce que le consommateur désire. Déjà, j'évite tous les produits hors communauté européenne, mais le mot communauté européenne, ça ne veut rien dire pour moi. J'aimerais bien savoir exactement d'où ils viennent, les produits que j'achète. C'est vrai qu'en dehors des fruits et des légumes, il peut parfois être difficile de connaître l'origine des ingrédients d'un produit. Une des alternatives serait de consommer local afin d'avoir l'information à la source et de limiter les intermédiaires. Pour moi, l'alimentation durable, c'est un mode de consommation qui va prendre en compte et respecter le producteur. Parce qu'en effet, là, on voit que de jour en jour, ils sont dépendants des industriels. Donc pour moi, ce serait de renforcer le lien entre l'agriculteur et le consommateur en consommant sur un territoire donné. Quels sont les différents types de circuits courts ? La grande majorité des consommateurs font leurs courses au supermarché par habitude, gain de temps ou encore par facilité. Cependant, d'autres moyens existent. Parmi les plus anciens, il y a la vente à la ferme, pour ceux qui ont la possibilité de se déplacer, ou le marché, dans les villes et les villages. Depuis quelques années, d'autres modes de distribution sont apparus. Le drive fermier consiste à commander sur Internet des produits frais, puis à aller les chercher dans un relais. Les AMAP, Associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, sont des partenariats entre producteurs et consommateurs. Ces derniers s'engagent financièrement sur 1 an et reçoivent en échange toutes les semaines un panier de légumes ou d'autres produits. Tous ces systèmes permettent de supprimer les intermédiaires entre agriculteurs et consommateurs, ce qui lui assure de meilleurs revenus et crée du lien social. C'est sûr qu'il y a une forme de contrainte, mais ça remet aussi l'acte d'achat au cœur de notre quotidien. Donc, quelle est la solution pour vous pour rendre l'alimentation durable plus accessible ? Alors pour moi, la première, ce serait déjà l'éducation. Dès la plus jeune enfance, conduit à être un consommateur. Voilà, on nous apprend à aller dans un magasin et à acheter quelque chose. Je pense qu'il faut beaucoup sensibiliser, beaucoup éduquer aussi pour que on se pose la question et que l'acte d'achat ne soit pas un acte trop commun et trop irréfléchi au quotidien.
Il faut beaucoup de temps pour s'informer. Pour contrebalancer la communication des lobbies, s'il y avait le même nombre d'heures de communication entre la publicité commerciale et la publicité, je dirais, d'État administrative, pour dire un dirait ça c'est bien, l'autre dirait ça c'est mal, le consommateur pourrait se faire une idée et les habitudes de consommation pourraient être changées. Est-ce que ta consommation a changé au cours du temps? Oui, c'est sûr. Ça change avec les informations qu'on entend, avec les émissions qu'on voit, avec les enfants que maintenant, avant, j'avais pas. Et même avec le travail. Quand je travaillais, je consommais d'une certaine manière. Maintenant que je suis à la maison, j'ai plus de temps. Je peux consommer de manière différente. Avant, je consommais beaucoup plus de conserves, de congèles, des produits déjà prêts. Et maintenant, non, je les évite. Avant, c'était le prix. Voilà, j'essaie de prendre au moins cher. Au final, maintenant, j'essaye surtout la qualité. Parce que je me suis rendu compte que je consommais moins des produits de qualité que des produits pas chers et de mauvaise qualité. Par exemple, les poivrons, voilà, je les achetais avant par paquet de 3, bien emballés. Maintenant, je les achète à l'unité. Je me suis rendu compte que ceux à l'unité étaient mûrs, ressemblaient à des vrais poivrons, alors que les autres, c'était du plastique et qu'au final, voilà, j'en consommais 3 sans avoir l'impression d'en manger. Manger durable n'est pas forcément manger plus cher ou manger bio. Ça passe aussi par d'autres choses qu'on peut tous mettre plus ou moins en œuvre dans notre vie de tous les jours, sans que ce soit vraiment quelque chose de très compliqué. C'est possible pour chacun, pour changer un petit peu l'environnement. Que peut-on faire pour consommer plus durablement? Alors si j'ai bien compris, pour consommer plus durablement, je dois privilégier le local et les circuits courts pour aider les agriculteurs et réduire les transports. Et pour rester cohérent, je dois faire attention aux saisons pour les fruits et légumes. Si je peux acheter du bio, c'est mieux, mais cela ne doit pas venir de l'autre bout du monde. Manger moins de viande engendre moins de pollution. Et pour ma santé, je dois vérifier la composition des produits transformés, surtout pour le sucre et le sel. Vu comme ça, c'est sûr, on a l'impression que cela nécessite de se priver constamment. D'après nous, tout le monde peut consommer plus durablement, mais avec des changements d'habitude plus ou moins importants. On n'est pas obligé de devenir tous végétaliens, mais de petits gestes simples peuvent tout améliorer, comme cuisiner ses propres plats avec de bons produits et vérifier au maximum ce que l'on met dans son assiette. Se nourrir assure la vie. Change ton alimentation pour assurer l'avenir.